Bonjour à tous, je commence cet épisode par une petite introduction pour remettre un petit peu les choses en place. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un épisode de sociologie classique, dans la mesure où il a une unité et il peut se regarder de façon complètement indépendante des autres. Cela dit, il fait quand même directement suite à l'épisode de Socio Classique que j'ai fait sur Norbert Elias, et je vous invite d'abord à aller voir cette vidéo pour comprendre la totalité des références théoriques que je vais faire dans cet épisode. À ce propos, j'en profite pour parler un petit peu de l'actualité de la chaîne. D'abord, j'ai un nouveau micro, qu'il est beau. Mais plus sérieusement, je me suis aperçu que la plupart de mes abonnés n'étaient en fait pas au courant quand je sortais une nouvelle vidéo. Et c'est quand même pas si souvent, donc c'est dommage. Du coup, si c'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner, ce qui vous permettra de recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pour le coup, si une chose est sûre, c'est qu'avec mon rythme de publication, je ne vais pas vous flouder votre fil d'actualité. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe, n'hésitez pas aussi à rejoindre la page Facebook, sur laquelle j'essaye de mettre un petit peu d'actualité sur la chaîne et la sociologie en général. Allez, viens, regarde comme on est bien, on est déjà 42. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode à tous, et pour qu'on parte tous du même pied, commençons par un petit résumé des épisodes précédents. Elias est un sociologue allemand, découvert sur le tard et principalement connu pour sa thèse du processus de civilisation. En étudiant les sociétés occidentales, il étudie en particulier le long processus qui se caractérise à la fois par une baisse générale de la violence dans la société et par le développement d'un pouvoir centralisé capable de faire appliquer des lois. Cette judiciarisation et cette normalisation des rapports sociaux se fait donc voir par la suite dans les individus qui apprennent par des nouvelles règles de convenance à réprimer leurs pulsions et à faire preuve justement de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilité, qui nous paraît naturelle, mais dont les normes se sont construites petit à petit au cours de longs siècles. Tout au long de son analyse, il montre des exemples concrets de ce phénomène dans la vie des gens qui visent souvent à mettre à distance le caractère brut et animal des individus, comme le fait d'utiliser une fourchette, là où ce n'était pas nécessairement la norme autrefois, ou le fait que le crachat est désormais considéré comme un outrage, là où il était auparavant vu comme une pratique saine. Mais aussi par le développement de nouveaux comportements, comme la pudeur, qui n'était absolument pas de mise dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et qui se répand de plus en plus, jusqu'à l'arrivée et à la généralisation au XXe siècle, du beau, du grand, du mighty bidet, et plus généralement des toilettes et de la salle de bain qu'on peut verrouiller de l'intérieur, privatisant ainsi des gestes qui étaient auparavant publics. Il note également des différences dans les manières d'être, là où la force physique pouvait auparavant être valorisée, la norme bascule peu à peu vers une valorisation du contrôle, de l'indifférence et de l'importance nouvelle donnée à la parole et à un langage distingué et raffiné. Elias a donc étudié ce processus de civilisation tout au long de sa vie et selon plusieurs dimensions et plusieurs objets d'étude. Ce que nous allons étudier aujourd'hui est un de ces terrains d'observation dans le monde du sport, avec un ouvrage tardif, coécrit avec l'anglais Eric Dunning et publié en France en 1994 sous le titre Sport et civilisation, une violence maîtrisée. L'édition originale avait été publiée en anglais en 1984 sous le titre Quest for Excitement, Sport and Leisure in the Civilizing Process. Alors dans ce livre, en fait, il se propose simplement de vérifier sa théorie du processus de civilisation, mais en regardant l'évolution des sports à travers l'histoire. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est que les sports actuels sont tendanciellement moins violents et font preuve de plus de contrôle que les sports du passé, mais il va aussi s'interroger plus largement sur la fonction du sport dans la société, et ce que ça met en évidence sur lui, sa théorie de l'évolution des civilisations. Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que le sport, il a beaucoup changé depuis le Moyen-Âge. Déjà, il y a de plus en plus de gens qui commencent à le pratiquer. Et ça se développe pas mal récemment avec le développement de ce qu'on a appelé la société de loisirs. C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, une société dans laquelle on a de plus en plus de temps libre. Et oui, puisque avec les 35 heures légales, les congés payés, on a mécaniquement plus de temps pour faire du sport. Alors que au Moyen-Âge, quand on travaille dans les champs du lever au coucher du soleil, on n'a pas vraiment le temps à côté pour faire du sport. Alors, de l'activité physique, si, mais pas du sport. Alors pourquoi je distingue activité physique et sport? C'est parce qu'il faut bien voir que c'est deux choses complètement différentes. Je vous rappelle que les échecs, c'est un sport. Et même plus récemment, on a même le développement du e-sport qui est en bonne voie pour obtenir la même qualification.
Du coup, en fait, la définition du sport, c'est pas dans l'activité physique, ça va plus être le fait qu'il y a des règles, une compétition. En fait, c'est l'organisation sociale qu'il va y avoir autour de la pratique qui va compter. Je vais reprendre la définition de Wikipédia, pour être sûr. Le sport, c'est un ensemble d'exercices physiques ou mentaux se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions. Voilà, donc on voit un des éléments importants, c'est que le sport, ça se pratique un peu sous forme de jeu, et pour qu'on puisse avoir des jeux, il faut qu'il y ait des règles. Donc déjà, pour que le sport puisse apparaître, il faut qu'on vive dans une société suffisamment pacifiée pour qu'on puisse mettre en place des règles communes et qu'elles soient respectées par tous les participants. Et ce que vont essayer de montrer Elias et Dunning, c'est que dans l'histoire, quand on met en place un sport, quand on crée un sport, il va souvent avoir une fonction un peu d'exutoire. Ça veut dire que ça va être une façon d'expulser un petit peu ses pulsions, mais d'une façon un petit peu plus cadrée que simplement se foutre sur la gueule. Enfin, ça, on verra, ça dépend un peu des sports. Et pour faire une petite référence geek, parce que je peux pas m'en empêcher, je vais vous parler un petit peu de la saga Eragon. Donc, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas lu les Eragon, et vous ne voulez pas que je vous révèle des éléments de la fin, sautez directement à ce timecode. Sinon, on est parti. Alors, pour être sûr qu'on parte bien tous sur la même base, Eragon, c'est une série de 4 livres écrits par l'auteur américain Christopher Paolini. Alors, l'auteur avait 15 ans quand il a commencé à écrire son histoire, et si c'est effectivement une saga grandement orientée jeunesse, l'histoire est tout de même intéressante, et même si la trame n'est pas d'une originalité folle, tout cela reste plaisant et divertissant, avec même quelques très bons passages. Ce sont des livres de fantasy où l'on sent venir de loin les inspirations du jeune auteur. On se trouve dans un monde fictif qui s'appelle Alagaësia, où l'on suit les aventures du jeune Eragon. Non, pas Aragorn, Eragon. Oui, voilà. Et qui, après avoir trouvé un œuf de dragon, devient un nouveau dragonnier. Une personne qui partage sa vie et ses pensées avec un dragon. Mais il est le tout dernier, car tous ses semblables ont été trucidés par le méchant roi Galbatorix. À la mort de son oncle, il se fera entraîner par Brom, le conteur du village, qui se révélera être lui-même un ancien dragonnier. Jackie, tu m'as pas mis les bonnes illustrations là. Bah, maintenant, on s'en fout pas, après les gens ils vont pas comprendre. Remets-moi les images du bousin là. Voilà. Donc, après la mort de son oncle, il se fera entraîner par Brom, le conteur du village, qui se révélera être lui-même un ancien dragonnier. Une petite parenthèse au passage. Parce que je sais que j'utilise des images du film pour illustrer mes propos, mais on est bien d'accord que ce sont des livres que je parle, et que le film Eragon, c'est une sombre bouse lacunaire qui rend à peu près autant hommage aux matériaux d'origine que Tolkien n'accordait d'importance aux personnages féminins. En parlant de Tolkien, justement, l'univers de Paolini est très clairement inspiré du Seigneur des Anneaux. Ce monde nous présente en effet plusieurs races qui ont chacune leur langue, leur culture. Il y a les humains, les dragons, des elfes, des nains, des orques... non, pas des orques justement. Parce que ici, on les appelle des Urgals. Et justement, ce sont eux qui vont nous intéresser ici. Et au passage, les Urgals, c'est précisément un des nombreux points sur lesquels le film s'est méchamment maravé la gueule dans le travail d'adaptation. Dans le livre, les Urgals sont des êtres puissants, fiers, guerriers, avec des griffes à la place des ongles, des cornes de taureau au-dessus des oreilles. Ils mesurent entre 1m80 pour les plus petits et 2m70 pour les plus grands. Ils parlent une langue froide et gutturale, ils n'ont pas la finesse ou la rapidité des elfes, mais ils font preuve d'une force redoutable et sont des combattants féroces. Et dans le film, on a eu droit à... ça. Ouh, j'ai de la peinture sur les yeux, donc je suis... méchant. Et j'en veux vraiment au film d'avoir raté les Urgals, parce que je suis persuadé qu'ils sont l'une des vraiment bonnes choses qu'on trouve dans les livres de Paolini. Dans le premier livre, les Urgals font figure d'antagonistes principaux, un peu comme les orques du Seigneur des Anneaux pour le coup. Ils sont les forces armées du sage noir d'Urza, qui fait un peu office de Saruman de service, mais lorsque ce dernier se prend un gros beul à la fin de la bataille, son emprise sur les Urgals se relâche, et on apprend en fait que Durza les contrôlait complètement, et avait ainsi réuni autour de lui 5 clans ennemis d'Urgal, qui n'auraient jamais pu œuvrer ensemble s'ils n'avaient été sous l'emprise du sortilège. Par conséquent, quand le sortilège se brise, les Urgals commencent à se foutre allègrement sur la gueule, et oublient complètement nos personnages qui s'en sortent tranquillement. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre vision à leur sujet va évoluer un peu tout au long de l'histoire, alors qu'au début on les percevait vraiment comme des buts sanguinaires sans cerveau qui aiment juste taper sur la gueule et se faire la guerre. On va s'apercevoir qu'en fait, ils ont vraiment une culture complexe, avec des rites, des traditions, et qu'en fait, c'est pas aussi manichéen que les orques du Seigneur des Anneaux, par exemple.
Et de fait, c'est une race ancienne qui, si elle aime se battre, c'est parce qu'elle place l'honneur et les valeurs guerrières comme les toutes premières de l'organisation sociale. Et oui, toute ressemblance avec des cultures existantes ou ayant existé serait totalement fortuite, mais les Urgals considèrent la violence comme nécessaire pour devenir un homme, sont plus violents que le cours du torrent, comme un homme, comme un Urgal plutôt, du coup, oui. Bon bah qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon bah enchaîne. On voit même quelques chocs culturels se profiler, principalement dans le dernier livre. Pour vaincre son ennemi, Eragon, qui est maintenant à moitié humain, à moitié elfe, me demandez pas pourquoi, je ne vais pas m'étendre sur les fantasmes interespèces d'un petit geek de Californie, rassemble une armée où il cherche à faire coexister toutes les races, qui finalement ont tout à y gagner à faire tomber Galbatorix. On y retrouve donc des humains, des elfes, des nains et des Urgals. Et on assiste à quelques scènes intéressantes quand l'auteur nous montre des interactions entre tout ce beau monde, qui laissent paraître des écarts culturels énormes qui sont intéressantes à explorer. En particulier, c'est Roran, le frère d'Eragon, qui va nous intéresser ici, parce que au fil des livres, son personnage s'est développé et il a level up. Et depuis qu'il a choisi le marteau comme arme de prédilection dans le premier bouquin, il est maintenant devenu une espèce de Captain Hammer de service. The hammer is my penis. Bon, pas ce Captain Hammer. Outre ses capacités de combattant, il s'est également révélé être un incroyable meneur d'hommes, et c'est donc tout naturellement qu'on lui confie la commande de régiments au sein de l'armée, régiments au sein desquels se trouvent des Urgals. Et justement, c'est là où ça coince, parce que dans leur culture, les Urgals ne peuvent pas supporter le déshonneur de suivre les ordres d'un être qu'ils jugent inférieur. Mais plutôt que de réprimer tout ça en demandant à son frère de tout cramer Dragon Style, Roran, qui commence à aborder la culture des Urgals comme un fiefé anthropologue structuraliste, comprend qu'il doit se faire accepter selon leurs critères pour que ça marche. Il défie donc en combat singulier l'un des meneurs, et après lui avoir bien poutré la gueule à main nue, oui, moi aussi je trouve ça un peu capillotracté, il se fait finalement accepter des Urgals sans autre ronchonnement. Ce qui permet donc de créer une armée qui tient à peu près la route pour aller mener la grande bataille contre les forces du mal. On peut le dire ça, hein, c'est pas copyrighté les forces du mal, si? Et du coup, un problème se pose à la fin du livre quand le méchant est battu. Parce que, oui, à la fin du livre, le méchant est battu. Je vous avais dit qu'il y avait du spoil, hein. Et du coup, faire la guerre, c'est un peu le mode normal d'organisation de leur société. Que ce soit entre eux, hein, entre différents clans ou différentes tribus, ou contre d'autres races d'Alagaësia, mais de fait, il faut qu'il y ait de la guerre, quoi. Et ça a posé un problème à nos héros. Et oui, parce que nos héros, ce qu'ils veulent, c'est que le nouveau monde qu'ils vont réussir à construire, il soit plutôt basé sur la paix et sur le respect entre tous les peuples. Et là, le dilemme, il est intéressant, parce que ce qu'on a découvert au fil de l'histoire, c'est que les Urgals, c'est pas juste des êtres sanguinaires et sans cerveau, c'est pas juste des bêtes sauvages qui aiment le sang et la mort, c'est au contraire une vraie société organisée avec des valeurs, des traditions anciennes. Et notre personnage principal, il est plutôt dans le respect de toutes les traditions, de toutes les valeurs. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à trouver une façon que les Urgals ils puissent conserver leur culture, basée sur la force physique et sur l'honneur, et en même temps qu'on ne soit pas dans une guerre perpétuelle. Et la solution qui est trouvée, c'est de mettre en place des Jeux Olympiques et des tournois, qui auront la fonction qu'avaient auparavant les guerres entre les différentes tribus et les différentes races. Et du coup, là, on voit clairement dans Eragon un exemple tout à fait pertinent de la mise en place d'un sport dans le but de faire réduire la violence de la société et d'intérioriser un petit peu les pulsions et d'agir du coup comme une espèce d'exutoire de toutes les pulsions incorporées. Et là, on peut clairement faire le parallèle avec nos sociétés à nous. Parce que les premiers tournois de chevaliers qui ont été organisés en Europe, c'était pas aussi bien organisé, et plein d'honneur et plein d'esprit sportif comme on se le représente souvent dans les films. Non. The Black Knight always triumphs! Have at you! Come on, then. All right, we'll call it a draw. Pour le coup, Ben de la chaîne Nota Bene a fait un épisode là-dessus, et comme il le dit lui-même... Même si ces médias nous exposent une partie de la vérité, il convient de nuancer nos propos, car les tournois, c'était avant tout du bourrinage. Et oui, effectivement, dans les premiers tournois, qu'on appelle les Simbel, il y avait un niveau de violence assez élevé, et il était pas rare qu'il y ait des morts. Mais pas rare du tout même. Enfin, à chaque fois en fait, tout le temps.
tout le temps. Je veux dire, les mecs s'entraînaient avec des armes réelles, forcément, il y avait du grabuge, quoi. Et on voit clairement dans ce type de sport une dimension qui était là pour canaliser la violence des gens. Pour le coup, Ben fait lui-même la remarque dans sa vidéo. La première version du Simbel avait pour but, selon moi, de canaliser les accès de violence et la folie des grandeurs des différents protagonistes. C'est que beaucoup plus tard qu'on a fini par introduire des âmes plus émoussées, mettre plus de règles. Ça a d'ailleurs tenté d'être interdit plusieurs fois par l'Église et par les institutions, le roi, etc. Mais ça a mis du temps. On assistera progressivement à une codification de ce sport. Les ornements font leur apparition, on décore et on peint les armes, et une très grande courtoisie est exigée entre les participants du tournoi avant et après match. Alors si le sujet vous intéresse, je vous encourage très fortement à regarder le reste de sa vidéo, qui date de décembre 2014, où il passe en revue 4 sports extrêmes au fil de l'histoire, et où on voit que le sport aujourd'hui c'est quand même un peu plus tranquille. Et effectivement, si le sport permettait effectivement de canaliser la violence, ça restait quand même pas mal bourrin, quoi. Parce que oui, comme je l'ai dit, il y a toujours eu des règles dans le sport, mais dans les premiers sports, les règles c'était quand même le strict minimum. On peut voir l'exemple du pancrace que développe Ben dans sa vidéo, qui est un sport de lutte de l'Antiquité romaine, où là absolument tous les coups sont permis. Enfin, presque tous les coups. Seules les morsures ou l'arrachage des yeux étaient interdits. Oh bah c'est bon alors, si on n'a pas le droit d'arracher les yeux de son adversaire, c'est que c'est tranquillou comme sport. Et encore une fois, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. En regardant ça, on constate que les réglementations ont quand même pas mal bougé dans le sport contemporain. Parce que je suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des sports violents aujourd'hui. Il y a par exemple la MMA, Mixed Martial Arts, ou les arts martiaux mélangés, qui est, je pense, l'un des sports les plus violents auxquels on s'est habitué aujourd'hui. Mais justement, on s'est habitué à des standards de sport qui ont été pas mal pacifiés depuis les origines. Parce que justement, je suis allé voir les règles de la MMA, et dans la catégorie des coups qui sont interdits, en fait, on en a pas mal de coups interdits. On a le coup de pied ou de genou quand l'adversaire est déjà au sol, les morsures, le tirage de cheveux, les griffures, et même le crachat sur l'adversaire. Comme quoi, il y a vraiment un truc sur le crachat. Mais figurez-vous qu'à aucun moment, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'arracher les yeux de son adversaire. C'est fou ça quand même. Alors je le dis en rigolant, mais ça montre bien une chose, c'est que aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écrire une telle règle. Ça viendrait pas à l'idée à un opposant en MMA d'arracher les yeux de son partenaire. Du coup, il n'y a même pas besoin d'écrire la règle. Parce qu'on vit vraiment dans une société plus pacifiée et moins violente. Et ça se retrouve notamment dans les règles beaucoup plus strictes qui encadrent la plupart de nos sports. Pour conclure, le travail d'Elias et Dunning dans le monde du sport a été assez majeur, parce qu'il permet en réalité une meilleure compréhension de la société dans son ensemble, et comme ils le disent eux-mêmes, nous étions très conscients que la connaissance sur le sport était une connaissance sur la société. Et il est vrai que le sport peut être un angle particulièrement pertinent pour observer l'évolution de nos sociétés. Elias s'arrête longuement sur la coïncidence entre la jeunesse des sports et l'établissement de régimes parlementaires, comme il l'observe notamment dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Il souligne bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un lien causal, c'est pas comme si les stades de foot produisaient des parlementaires, mais plutôt que le sport et le parlement sont tous deux caractéristiques du même changement dans la structure du pouvoir et dans l'habitus social des individus. Là où son analyse est originale, c'est qu'il ne fait donc pas du sport une forme de résistance à la civilisation, une espèce d'archaïsme, comme l'avait avancé le sociologue Thorstein Veblen, mais au contraire une avancée dans le processus de civilisation, puisqu'il constitue une libération contrôlée des pulsions. Pour aller plus loin, on peut en effet donner raison à Elias et remarquer que le sport, bien loin de se voir abandonné par le processus de civilisation, s'est routinisé au cœur de nos pratiques quotidiennes, tout comme il s'est institutionnalisé au niveau géopolitique dans la gestion des relations internationales. Il n'y a qu'à observer l'histoire pour voir que s'imposer sur le plan sportif a toujours été un moyen d'asseoir une certaine forme de puissance sur la scène géopolitique. Comme le disait George Orwell, le sport, c'est la guerre, moins les fusils. On peut par exemple noter les Jeux Olympiques de 1952 qui voient la toute première participation de l'URSS aux JO d'Helsinki et qui participent à la mise en place de la guerre froide, car les deux puissances, URSS et États-Unis, remportent 50% des médailles. L'URSS passant devant les États-Unis en 1956 avec 37 médailles contre 32 et confirmant l'exploit en 1960 avec 43 médailles contre 37.
On peut d'ailleurs remarquer que, même dans le cinéma, les rapports internationaux ont aussi pu être transposés à travers les disciplines sportives. Et le meilleur exemple de cela est sans doute le quelque peu nanardesque Rocky IV, qui fait s'affronter le champion du monde de boxe, américain évidemment, contre un géant russe sans pitié et gonflé aux anabolisants. Je vais te briser. Ce film a reçu son lot de critiques et pas moins de 9 nominations aux Razzie Awards, mais il reste le signe d'une époque et je ne peux m'empêcher de le regarder avec beaucoup de plaisir. Même le joli discours rassembleur de Rocky à la fin, qui est une parfaite illustration de ce que je veux montrer sur le rôle du sport dans les relations internationales. Sur le ring, il y avait 2 gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, Я думаю, что каждый тоже изменился. et que vous avez changé, Вы можете измениться. tout le monde peut arriver à changer. Ah, c'est tellement beau, putain! Enchaîne parce que là je vais chialer. Plus généralement, on peut également voir que le monde du sport est constamment traversé par des sous-textes politiques. Les hommes d'État sont souvent présents lors des rencontres, et ils connaissent tous les noms des joueurs. Rencontres qui deviennent alors des moments informels de renforcement de certains liens entre les pays, et l'on sait que la possibilité d'être un pays organisateur, que ce soit pour les grands événements comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, peut non seulement avoir de grandes retombées économiques et politiques, mais peut aussi avoir des conséquences sportives, tant il est rare que les pays accueillants ne passent pas les qualifications. Pour ce qui est du processus de civilisation, et en particulier dans le monde du football, le sociologue Patrick Mignon a montré dans son ouvrage La passion du football que ce sport permettait un usage réglé de la violence, qui a notamment permis, selon lui, de réorienter la violence spontanée et l'indiscipline des classes dirigeantes anglaises lors de la popularisation de ce sport dans les années 1840. En particulier, on retient l'écriture en 1848 des Cambridge Rules, ou des règles de Cambridge, qui sont célèbres dans l'histoire du football car elles décrivent, entre autres choses, les conditions d'octroi des coups francs et des touches. Elles ont par la suite été complétées dans les règles de 1863, qui sont la principale source d'inspiration pour la mise en place du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un football qui est encore aujourd'hui un formidable biais d'intégration et de développement des sociabilités, en particulier dans les clubs amateurs périurbains, où les autres structures produisant du lien social se sont peu à peu délitées. Et il montre ainsi que la création de clubs amateurs de football a notamment été initiée par le patronat des années 1930, avec des formations créées par Peugeot en France ou Fiat en Italie, qui avaient pour intérêt d'encadrer les loisirs populaires, et accessoirement d'améliorer la santé physique de la force de travail. On voit donc à quel point sport et civilisation sont effectivement intimement entrelacés et à quel point le travail d'Elias et Dunning permet des analyses intéressantes sur le processus de civilisation. Mais pour terminer sur la thèse d'Elias, on peut tout de même relever quelques critiques à sa théorie principale. La première, et celle qui lui a souvent été reprochée, étant bien sûr la violence qu'a été celle du XXe siècle, et en particulier l'Allemagne nazie, qu'il serait trop facile de vouloir exclure de notre construction sociétale comme si ça n'avait été qu'un bref moment de décivilisation au sein d'un processus plus large. Le deuxième reproche qui lui est souvent fait concerne plus directement le sport et a rapport avec le hooliganisme. La question étant que, si le sport peut avoir pour fonction de participer au contrôle de la violence au sein de la société et à l'apprentissage de l'autocontrôle des pulsions individuelles, comment interpréter le fait qu'il puisse être le théâtre de l'hooliganisme ? In 2003, the Brazilian government banned alcohol from stadiums because of the enormously high death rate amongst fans. Well, that seems like a good idea. Et cette question-là nous permet en fait de toucher le problème plus profond dans le travail d'Elias, et que certains d'entre vous n'ont pas manqué de noter dans ma dernière vidéo, qui tient en fait dans la définition qu'il fait de la violence. Il utilise en fait une vision très restreinte de la violence physique, qu'il qualifie d'agressivité ou de pulsion, mais qui ne permet pas de rendre compte de la dynamique de son apparition. Du fait qu'il ne s'intéresse qu'au résultat final, qui est la violence physique, il passe ainsi sous silence les autres formes de violence, verbales, sociales, faites d'incivilité ou de petites infractions, qui peuvent ainsi avoir des effets de spirale qui débouchent ainsi sur une violence physique, mais qui n'est donc que l'aboutissement d'un long processus d'interaction sociale subtil et complexe. Malgré ces limites,
Toutes ces analyses restent néanmoins intéressantes et permettent à mon sens une meilleure compréhension de notre société, et je laisse des sources dans la description pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Cet épisode de Sociologeek est maintenant terminé, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez toujours rejoindre la page Facebook pour avoir des actualités sur la chaîne, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.